Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes toujours à Medfeld, toujours pour le 10e anniversaire. D'ailleurs, ce soir, je vous rappelle que nous faisons la fête. Nous cherchons encore, d'ailleurs, nous sommes en train de sélectionner la jeune fille qui sortira du gâteau. Mais pour l'instant, nous allons nous préoccuper des produits à l'honneur. Produits à l'honneur pour Medfeld 2018, l'ail, l'oignon et l'échalote. 3 produits proches et différents. Monsieur Dracula ne viendra pas. Ah oui, à cause de l'ail, évidemment. Voilà. Monsieur Biz est déjà en forme. Donc, ail, oignon, échalote, produits à l'honneur, des signes d'origine et de qualité, des marques collectives pour défendre l'origine France. Voilà le thème de notre sujet de ce débat. Pour en parler, j'accueille Christiane Peters, qui est la présidente de l'interprofession de l'ail. Bonjour Christiane. Bonjour Olivier. Et j'accueille Pierre Gélébart pour la filière échalote. Bonjour Olivier. Et j'accueille Thierry Gastou pour la filière oignon. Bonjour. Voilà. Alors, 3 produits proches, mais des filières malgré tout différentes. Donc, on va les étudier les uns après les autres. Christiane, l'ail en France, c'est quoi? Alors, je vais commencer à parler de l'ail chinois. C'est pas pour en faire la promotion. Elle a toujours été comme ça. Je lui parle de l'ail en France, elle me parle de l'ail chinois. Alors, pour comprendre la production d'ail en France, il faut se dire qu'un producteur d'ail en France, en fait, il dépend pour partie de ce qui se passe en Chine. Donc c'est pour ça, alors rapidement, effectivement, le plus gros producteur mondial, c'est la Chine. Après, on va revenir en Europe quand même, bien sûr. Ensuite, l'Espagne, 200 000 tonnes. Et la France, 20 000 tonnes. Donc, on est à peu près au même niveau que l'Italie. Peut-être même l'Italie nous a un peu dépassé aujourd'hui. Et on consomme quel volume à peu près en France? Alors, on en importe. Oui. Donc, forcément, on en consomme beaucoup plus que nous n'en produisons. Étant entendu que ce que j'espère, c'est qu'on consomme de l'ail toute l'année. Nous en commercialisons sur le 2e semestre et un petit peu, donc la commercialisation déborde un petit peu sur janvier-février de l'année suivante. Donc l'ail français, dans les magasins, on les trouve à partir du mois de juillet? Fin juillet, début août. Et jusque, bon, alors effectivement, ça dépend si on parle d'ail blanc, d'ail violet ou d'ail rose, mais grosso modo, si c'est l'ail rose qui est le plus tardif, jusqu'au mois de mars. Alors, on a un logo pour le reconnaître. Oui. Je ne sais pas si la caméra peut le retrouver. Voilà. Mon ail français. Voilà, un beau logo. Voilà, qui est sympa, souriant. Et voilà, mais effectivement, aujourd'hui, le travail qui a été fait par l'interprofession de longue date porte ses fruits, puisque la grande distribution demande aujourd'hui de l'origine France. Pour l'ail blanc, pour également les autres origines, mais je parle de l'ail blanc parce qu'effectivement, c'est la plus grosse production, la plus importante. Je précise que, puisque nous sommes en Occitanie, c'est la première région productrice d'ail en France, puisqu'il y a effectivement les 3 productions sur l'Occitanie et même sur l'ex-Midi-Pyrénées, excusez-moi, mais bon, voilà, ça, je me fais un petit plaisir en ce début d'après-midi. Alors, il y a plusieurs variétés d'ail. On parlera des signes de qualité après, mais d'abord, il y a l'ail blanc. Voilà, alors, de l'ail rose. De l'ail rose ici. Et l'ail violet. Voilà, alors, en fait... Est-ce qu'il y a des différences en goût? Oui. En goût, alors, oui. Ne pas croire, par contre, que le goût, il est en fonction de la couleur de la peau. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est violet qu'il est plus fort. Ça n'a rien à voir, voilà. Alors, donc, effectivement, on a un ail rose qui est un ail plus tardif, plutôt doux, fin en goût. Un ail violet qui est un peu plus typé. Et un ail blanc qui est entre les deux. Mais bon, ceci dit, si je mets dans votre assiette 3 gousses d'ail, chacune différente, je ne suis pas sûre que vous détectiez... bon, sauf les vrais spécialistes, surtout après la première, me dit mon voisin, c'est possible aussi. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de consommer de l'ail, même si nous n'avons pas le droit d'en parler, mais ici, personne n'écoute. C'est qu'effectivement, l'ail a bien sûr des vertus, c'est un condiment, donc ça parfume les plats,
cuisiner. J'ai un peu peur de là où elle veut nous amener, mais bon. Mais c'est également très bon pour la santé. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout vous dire, mais parce que c'est réservé donc au domaine de la santé. Mais effectivement, l'ail fait partie des produits pour lesquels bon, il y a des propriétés et, bon, par rapport à la circulation du sang, par rapport au cœur, enfin voilà, et aussi d'une manière générale. Bon, de toute façon, comme ça rend meilleur les plats, ça vous rend de bonne humeur. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de dire que l'ail c'est bon pour la santé, mais comme moi je suis journaliste, je dis ce que je veux. Donc moi je le dis, l'ail c'est bon pour la santé. Voilà. Alors on reviendra tout à l'heure sur les signes de qualité, mais on va parler un peu des autres filières. Allez, passons à l'oignon. Alors, Thierry Gastou, vous êtes le directeur d'une coopérative Oignon du Cévennes, mais vous allez parler de l'oignon français en général, avant et après on ira sur les signes de qualité. Donc l'oignon en France, ça représente 400 000 tonnes environ, 10 000 hectares en production, essentiellement produit dans le nord de la France. Donc je dirais pour à peu près 30% des volumes dans le centre de la France. Viennent ensuite la Picardie et puis la Champagne également. Plutôt sur des structures, je dirais, de superficie assez importantes, hein, donc en stratégie de diversification ou de rotation dans des systèmes, je dirais, céréaliers. Hein, donc on est sur du parcellaire, je dirais, de plusieurs dizaines d'hectares. Et ensuite, dans le sud de la France, donc un peu plus proche de chez nous, plutôt des spécialités, des structures de plus petite taille, qui sont positionnés soit sur de l'oignon, je dirais, frais, hein, voilà, vendu en botte, soit sur d'autres spécialités, comme par exemple l'oignon doux des Cévennes et d'autres. D'accord. L'oignon, par rapport à l'ail, qui est un produit plutôt de conservation, l'oignon, c'est un produit frais. Oui, alors, comme les autres légumes frais. Alors c'est un produit frais dans le sens où effectivement lorsque le consommateur l'achète, il ne peut pas le garder très longtemps, je dirais, dans sa cuisine, même si effectivement en production, les récoltes, je dirais, en général se font dans l'été et le produit est stocké jusqu'à peu près au mois de juin de l'année suivante. On a vu pour l'ail qu'on importait beaucoup. Est-ce que l'oignon, on est autosuffisant? On importe, on exporte? Quelle est la consommation française par rapport à la production? Alors il y a un petit peu d'import, mais il y a également un petit peu d'export, donc qui s'explique, je dirais, par des complémentarités de calendrier. Mais je dirais, grosso modo, la production est à peu près équilibrée par rapport à la consommation, je dirais, française. D'accord, donc la Chine n'est pas... La Chine n'est pas une menace. D'accord. Allez, on reviendra sur les signes de qualité. Passons à l'échalote, le troisième produit à l'honneur. Pierre Gélébar, vous venez de Bretagne, mais vous représentez la filière échalote. On parlera de Prince de Bretagne tout à l'heure. Mais si, on en parlera. Ne vous inquiétez pas. Mais la filière échalote en France, qu'est-ce que c'est? Alors, la filière échalote en France, moi je suis là premièrement pour représenter la filière échalote traditionnelle. Évidemment. Et donc je suis représentant. Alors il faut montrer. Je ne sais pas parce que ça va peut-être être très brillant. Voilà. Mais voilà. Le logo de la section nationale échalote, et échalote traditionnelle, qui est, sachant que l'échalote traditionnelle était une dénomination officielle issue d'un arrêté de commercialisation qui date de 2007 de mémoire. Donc voilà, plus de 10 ans. La production d'échalotes traditionnelles en France, elle est, on n'a pas toutes les données parce qu'on va avoir les données officielles de certaines régions et des régions organisées, des producteurs organisés, mais elle est entre 37 et 40 000 tonnes. Voilà. Il y a, contrairement à l'ail, nous on est plutôt un produit qui est exporté. Il y a très peu d'importation d'échalotes en France, un petit peu en échalotes transformées, notamment en surgelé, mais c'est vraiment des quantités assez faibles. Donc on exporte vers quel pays? On exporte vers les pays européens, hein, le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, un petit peu l'Angleterre également, et on exporte à longue destination, donc en Amérique, dans le sud-est asiatique. Alors j'ai souvenir qu'à un moment où on était un peu fâché avec les États-Unis, ça faisait partie des produits qui avaient été boycottés, c'est ça? Alors c'est pas qu'on était fâché avec les États-Unis, c'est que la France, c'est pas non, c'est même pire que ça. C'est la communauté européenne qui refusait l'importation de bœuf aux hormones.
Des États-Unis. Ouais. Donc les États-Unis considéraient qu'ils avaient des millions de pertes de chiffre d'affaires au niveau business et ils ont taxé à 100% un certain nombre de produits européens. Et pour qui, pourquoi, dans cette liste de produits-là, eh ben, il y avait un certain nombre de produits français de qualité, avec notamment le roquefort, de la moutarde et l'échalote traditionnelle. Voilà. Alors, faut vous imaginer, hein, parce que c'est pas rien, je vous ai annoncé une quarantaine de mille de tonnes produites en France à cette époque. Rien que la Bretagne exportait autour de 5000 tonnes par an aux États-Unis à cette période-là. Alors, juste pour l'anecdote, à l'époque, je suis avéronné. Toutes les fêtes de village de l'Aveyron, on avait taxé à 100% le Coca-Cola dans les fêtes de village, par rétorsion. Et on avait donné le bénéfice au Resto du Cœur. Ouais. Bon, écoutez, nous, on a créé notre propre... on a créé le Brescola. Voilà. Alors, blague à part, rappelez quand même pourquoi il a fallu créer ce signe échalote traditionnel. Alors, c'est une histoire qui remonte à loin. C'est une histoire qui remonte aux années 90. Ça a commencé par des importations d'oignons turcs. C'est des petits oignons un petit peu difformes. Et les années où il y avait moins de production d'échalotes, il y a une partie de ces oignons-là qui ont essayé de se faire appeler échalotes. Donc il y a eu un premier montée au créneau des producteurs, notamment français, et notamment bretons et d'Anjou. Suite à ça, il y a eu la création de ce que maintenant on appelle l'échalote, mais qui, à un moment donné, des semenciers et des commerciaux ont voulu faire passer pour de l'échalote, alors que c'est maintenant bien reconnu comme un oignon allongé. Donc voilà, et l'histoire s'est continuée avec au début des années 2000 un semencier hollandais qui a, du fait d'un bug au niveau européen, hein, on peut le dire franchement, ont déposé en fait des variétés d'échalotes de semis. Donc voilà, après c'est toute une histoire, hein, des producteurs pour la défense de ce produit-là. Maintenant, l'échalote de semis est un produit qui est accepté officiellement par l'Union européenne. Donc les producteurs d'échalotes traditionnels vivent avec cette concurrence. La problématique, elle est simple maintenant, c'est où est-ce qu'on fixe la barre pour une échalote de semis, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on passe à un oignon et à quel moment est-ce qu'on est toujours une échalote. Thierry Gastou, donc vous êtes un faux concurrent des producteurs d'échalotes? Non, c'est quand même aujourd'hui différent. Hein, donc l'échalote et puis l'oignon doux des Cévennes, c'est quand même deux registres. Nous, on est plutôt, si vous voulez, on fait partie des spécialités de la gamme oignon. Alors un lien par contre qu'on a avec Pierre, hein, c'est que Pierre représente également une des deux seules AOC, je dirais, présentes sur oignon, c'est le rosé de Roscoff, hein, donc avec nous l'oignon doux des Cévennes, qui permettent de reconnaître, je dirais, et de garantir une origine territoriale. Mais je dirais bien plus que ça également, c'est-à-dire que c'est lié à c'est la reconnaissance d'un savoir-faire, de pratiques bien spécifiques. Donc dans la notion de terroir, il y a également la notion de conditions de production. Pour ce qui nous concerne, c'est la production en terrasse. Et c'est vrai que ces signes officiels de qualité nous apportent non seulement une protection juridique, donc liée au nom de l'appellation, ce qui est quand même extrêmement important et qui répond, je dirais, par là même à une demande aujourd'hui du consommateur, hein, donc de produits identifiés. Ça permet également, je dirais, de faire connaître et reconnaître ces productions qui, je dirais, sans ça, seraient peut-être soit tombées dans l'oubli, soit, je dirais, prises finalement par le feu de la banalisation, puisqu'on est, je dirais, alors je ne peux pas trop parler du rosé parce que je connais moins bien cette production, mais en tout cas pour l'oignon doux, on est aujourd'hui clairement dans un contexte concurrentiel. Donc sur l'oignon, on a deux signes de qualité, oignon doux des Cévennes, oignon rosé de Roscoff, on y reviendra. Christian Peters, avant de parler des signes de l'ail, mais d'une manière générale, parce que vous siégez aussi à l'INAO, l'Institut des appellations d'origine, en quoi c'est important d'avoir tous ces signes de qualité pour permettre de différencier les produits et pour l'information du consommateur? Alors, je pense que c'est essentiel pour éviter ce que vient d'être dit, la banalisation de produits. Mettons-nous une seconde à la place du consommateur. Il a pléthore de choix dans les rayons.
c'est pas toujours facile de repérer l'origine du produit. Donc le seul moyen d'aider le consommateur à choisir, c'est d'avoir effectivement des signes identifiants forts. Alors, tous ne sont pas à la même hauteur pour le moment, tout au moins par rapport à la connaissance qu'en a le consommateur. Il est clair que le label rouge ou les AOC ou AOP sont connus. Les IGP, c'est un peu plus récent. Mais bon, je pense que c'est un très bon moyen, effectivement, de porter à connaissance du consommateur et de l'alerter aussi, d'être prudent sur ses achats, parce que nos emplettes sont nos emplois, pour reprendre Je me permets une juste expression alors, qui n'est pas la Thierry, mienne. Je voulais juste rajouter une chose qu'on n'oublie pas, c'est qu'au niveau de l'échalote, il y a également un signe de qualité. Donc c'est Je l'avais pas oublié. nos amis de Fleuron d'Anjou qui ont également une IGP. Je ne l'ai pas oublié parce que je suis membre des amis de l'échalote d'Anjou. Je me permets juste de rebondir par rapport aux propos de Christiane. C'est vrai que je pense que ce qu'elle vient de dire est d'autant plus vrai dans notre famille de condiments. Le condiment, on le dit souvent, c'est pas quelque chose qui figure souvent sur la liste de courses. Donc c'est quand même le consommateur, je dirais, est peut-être moins sensible à la notion, je dirais, d'origine sur ces produits par rapport à d'autres fruits et légumes. Et donc raison de plus, je dirais, pour à un moment donné lui apporter cette information de manière claire, précise, pour justement que les producteurs français puissent effectivement défendre leur production et leur spécificité. Alors, on a vu que dans l'échalote, on a un signe de qualité, l'échalote d'Anjou, et puis le label échalote traditionnelle. On a 2 signes de qualité pour l'oignon doux et Cévennes et l'oignon de Roscoff. Christiane, sans lire vos notes, la liste des signes de qualité de l'ail. Pas de problème. Donc, on a un label rouge. C'est donc l'ail rose de Lautrec. Le voilà. Ensuite, on a une AOP. Donc, c'est l'ail violet de Cadour. Il est là. Alors, Cadour, c'est où? Cadour, c'est en Haute-Garonne, 31, ex-Midi-Pyrénées. Petite fierté, la majorité de la production, c'est quand même dans le Gers. Je vais le dire. Bon, voilà. Mais on est très fiers de cette production. Alors, ici donc, une IGP ail blanc de Lomagne, étant entendu qu'il y en a donc, deux Lomagne, autres. c'est toujours le Gers. Et la Lomagne, c'est Gers et Tarn-et-Garonne. Gers et Tarn-et-Garonne. Il y a 2 autres IGP, donc une dans la Drôme et une autre à Arleux, de l'ail fumé d'Arleux, qui devait être... C'est dans le Nord. C'est dans le Nord. Un produit très typé et très intéressant aussi. Voilà. Donc en fait, nous avons donc IGP d'Arleux, de la Drôme et de la Lomagne. Donc 3 IGP, un label rouge, une AOP. Voilà. Là, il est bien habillé. Oui. On dit d'ailleurs en chemise. C'est ça. Bon. Pierre Gélébar. Oui, pardon. En oignon, on dit en tunique. En tunique, mais je ne savais pas ça. Pierre Gélébar, la production française d'échalotes, donc si on met à part ce problème, mais qui est maintenant derrière nous, de toute façon, il faut faire avec, ce qu'on appelait à l'époque échalotes de semis, échalotes de plat, se porte bien. Se porte bien. Heureusement qu'il n'y a pas un producteur ici pour dire ça. Quand un producteur est payé, je ne veux dire même pas le quart du coût de production depuis le début de la saison, on ne peut pas dire que... Ça, c'est pour cette année, c'est conjoncturel? C'est pour cette année, pour cette année, oui. C'est pour cette année. C'est dû à quoi? C'était la même chose il y a 3 ans. C'est dû au fait qu'il y a eu un petit peu plus d'échalotes traditionnelles de planter. Il y a eu beaucoup plus d'échalotes de semer et que tout le monde a fait des bons rendements. Et comme c'est des produits comme l'oignon qui se stockent, voilà, on arrive à un moment donné avec une surproduction et des prix producteurs qui sont complètement déconnectés des prix consommateurs. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que quand on a des prix du niveau de 10 centimes producteurs le kilo, les prix ont baissé en magasin, ou très rarement. Et sachant qu'en plus l'échalote, c'est pas un produit qui répond beaucoup aux promotions, aux animations de volume. C'est pas parce qu'on fait des grosses promotions en échalote qu'on va vendre le triple sur une saison, quoi. C'est compliqué. Mais par contre, moi, je voudrais rajouter quelque chose. On parlait tout à l'heure des signes de qualité régionaux ou européens et tout ça pour se faire reconnaître. Moi, je voudrais juste dire un petit mot concernant l'échalote traditionnelle. L'échalote traditionnelle, il faut savoir que c'est une appellation officielle
officiel, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai bien noté. C'est quelque chose qui est dans un arrêté de commercialisation, donc de l'État français. D'accord ? Nous, on a réclamé longtemps que sur les emballages soit écrit échalote et traditionnel dans les mêmes polices de caractère, pour que le consommateur il y retrouve échalote traditionnelle ou échalote issue de semis, parce que c'est l'autre appellation, et que ce soit visible. Sauf on n'y arrive pas ? Ah non, il suffit que ce soit marqué. Alors, nous, on est assez fiers de nos échalotes parce que c'est ce que connaissent les jardiniers. Hein. Ils plantent un produit comme ça à la main. Les jardiniers, ils le récoltent à la main pour tout un chacun. Une échalote, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi les gens qui font de l'échalote de semis, eux, ils écrivent échalote en grand. Et dans un coin... de semis un tout petit. C'est comme pour la police d'assurance. Mais vous ne le voyez jamais, quoi. Oui. Mais alors, moi, j'ai trouvé des opérateurs sur le salon, ils ne mettent pas le logo. Il n'y a pas d'obligation. Oui, mais il y a l'obligation du nom. Du nom ? Il y a l'obligation du nom. Mais pas la police de caractère, c'est ça ? Voilà. En fait, c'est un logo qui est déposé, mais au niveau du graphisme. Voilà. Donc, on peut pas, pour l'instant, on ne peut pas imposer qu'il y ait le logo ? Mais c'est un argument de vente. Oui, mais après, il faut se déclarer au niveau il faut se déclarer au niveau de la section nationale. Ah oui. Et puis, il faut signer une charte d'engagement. Donc, il faut mettre 3 sous pour cotiser. Voilà. Est-ce que le consommateur commence à reconnaître cette différenciation ou pas encore ? Alors, chaque fois qu'on fait des opérations, oui. Quand on a été présent au salon d'agriculture et des choses comme ça, on est étonné du nombre de personnes ils cernent pas forcément le problème parce que c'est vrai que c'est très complexe, mais beaucoup de personnes en ont entendu parler et surtout nous, ce qui nous rassure, c'est comme je vous disais, les gens quand le bon sens commun, c'est une échalote c'est planté, un oignon c'est semé. Surtout, alors comme tout à l'heure Christian ne pouvait pas dire que l'ail c'est bon pour la santé, vous ne pouvez pas dire que c'est la vraie échalote et l'autre c'est de la fausse échalote, mais moi je peux le dire, donc je le dis. Thierry Gastou. Oui, juste je voulais rebondir sur les propos de Pierre lorsqu'il évoquait les difficultés de marché. Il me semble que par rapport au sujet qu'on traite, la notion de signe de qualité est également très liée à l'organisation de la production, aux démarches collectives. Et de fait, je dirais, à des notions de maîtrise de marché. Et ça, donc ça, c'est extrêmement important. C'est parce que, je dirais, on va s'organiser qu'on va pouvoir avoir un projet de démarcation, de promotion, qui peut être reconnu sous un signe officiel de qualité ou sur une marque collective également. Et qu'on va pouvoir, je dirais, avoir l'ambition, effectivement, de peser sur le marché et de se différencier et également de créer de la valeur. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important qui est contenu, il me semble, dans la notion de signe de qualité. Alors, on arrive aux 2/3 de notre débat. Je rappelle que le public, à tout moment, peut intervenir, poser une question, donner une réaction. Il suffit de faire coucou au caméraman à la technique. Christian, alors pour l'ail, mais pour les autres produits, est-ce que concrètement, on arrive à valoriser ces efforts, ces démarches de qualité, qu'elles soient officielles ou que ce soit des labels de promotion collective? Est-ce que concrètement, on arrive à les valoriser dans les magasins et à l'achat pour le producteur? La réponse de la productrice, c'est jamais suffisamment, bien entendu. Alors, simplement peut-être pour faire un petit rappel, le pourquoi des signes de qualité, et en particulier pour l'ail blanc. Je remonte en 1993, grosse crise sur l'ail c'est là qu'on découvre la production chinoise avec des prix très bas et donc qui font qu'on a jeté la moitié de notre production, voire plus ce jour-là. Et donc à ce moment-là, la question est posée, qu'est-ce qu'on fait quoi, hein? Et ce que l'on fait, la réponse a été de se dire, il faut s'identifier à un terroir, un savoir-faire. Et donc c'est comme ça que est né l'IGP. Alors le label rouge existe depuis 1963. Tout seigneur, tout honneur. Et nos amis donc, de l'ail violet ont mis 15 ans, 16 ans pour obtenir la OSP. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'un signe de qualité, ce n'est pas quelque chose de gratuit, de simple à obtenir. Hein. C'est un long parcours. Je dis ça pour le consommateur, quoi. C'est un long parcours et lorsqu'on est au bout de ce parcours, ce sont des engagements, des contrôles. Enfin, je crois que, encore une fois, le consommateur peut faire confiance à ces produits-là. Alors après, quand on a la chance d'avoir ces produits, il
il faut les faire connaître. Donc, c'est la question. Alors, nous avons aussi la chance d'avoir une structure qui s'appelle Ircalim. Et dans cette structure, en fait, sont regroupés tous les produits sous signe de qualité. Alors là, on revient en Occitanie, là. Et alors, oui, je vous parle de ce que je connais. Oui. Voilà. Non, mais bon, voilà. Pour dire que quand on est une petite filière comme l'ail en particulier, c'est pas inutile de jouer groupé. Là aussi, et donc de pouvoir faire des promotions avec d'autres et d'autres produits. Bon, sachant que l'ail, ça améliore, ça permet de magnifier tous les autres, évidemment, tous les autres plats, chacun le sait. Non, mais je crois que ça, c'est important de dire que de la promotion en commun, en partenariat avec d'autres produits, tout à fait utile et indispensable. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de vivre notre vie d'ail avec, encore une fois, une présence importante sur des animations, sur des salons, parce que, effectivement, on ne nous connaît jamais assez. Parce que derrière tout ça, l'objectif, c'est de vendre. Je précise quand même que tout à l'heure, on commercialise un peu à l'étranger, mais l'ail, plutôt pays du Nord d'ailleurs, hein, mais de l'Europe, pays du Nord de l'Europe. Mais bon, globalement, c'est pas notre savoir-faire et non plus, on n'a pas les tonnages suffisants. Et notre ail est trop cher aussi. Il est trop cher. Et oui, parce que la main-d'œuvre française coûte cher. Et ce qui nous pénalise, d'ailleurs, quand on fait des études de coût de revient au kilo d'ail, par exemple, alors ce travail n'a pas été fait récemment, il date d'il y a 3 ans, il y a quasiment 1 euro d'écart entre le coût de revient d'un kilo d'ail espagnol par rapport à un kilo d'ail français. Et alors, et ça s'explique par de la main-d'œuvre parce que, ben, vous voyez, cet ail-là, voilà, il a été pelé par une main experte. La racine a été coupée au mieux, donc pour une belle présentation. Et ça, cette belle présentation, c'est 1 euro au kilo. Donc notre ail est trop cher pour être exporté. Donc il faut manger de l'ail en France, parce que sinon, voilà. Bon, mangeons de l'ail français. Pierre Gélébar, c'est aussi un des problèmes de l'échalote, mais là, il est franco-français parce qu'elle se retrouve en concurrence une échalote traditionnelle avec beaucoup de main-d'œuvre et une échalote, je ne sais pas comment on peut l'appeler, non traditionnelle, avec beaucoup moins de main-d'œuvre. C'est un nom officiel, c'est de l'échalote issue de semis. Oui, il y a une différence de main-d'œuvre. Après, il y a également, d'après les informations qu'on peut avoir, le fait que les graines d'échalote soient assez chères, donc ce qui fait que ça rééquilibre pas, mais ça rapproche plus ou moins, ça peut en tout cas rapprocher plus ou moins les coûts de production. Mais je veux dire, pour le moment, nous, la problématique, elle est acceptée. Hein, moi, je ne suis pas du tout là pour rentrer dans une démarche de conflit. Hein. Je suis vraiment là pour faire la promotion de l'échalote traditionnelle. L'échalote de semis, elle est là. On vit avec. La seule chose que actuellement, nous, on ne veut surtout pas laisser passer, c'est la limite. Parce que, figurez-vous que faire des graines d'échalote, a priori, c'est compliqué. Faire des graines d'oignon, c'est moins compliqué. Donc faire des graines d'échalote qui sont de plus en plus proches de l'oignon, voilà. C'est à un moment donné, ce qu'on veut, c'est qu'on dise stop. À partir de là... C'est plus de l'échalote, c'est de l'oignon. Voilà, qu'à un moment donné, voilà, il y a une limite claire et après on n'en parle plus, quoi. Thierry Gassou, on a une démarche mon ail français, on a une démarche échalote traditionnelle. Dans l'oignon, finalement, il y a 2 signes de qualité, mais il n'y a pas de démarche collective. Non, il n'y a pas de démarche collective à ma connaissance, hein, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de l'oignon français. Bon, après, il y a des démarches, je dirais, individuelles d'entreprise, hein, mais les 2 seuls signes officiels de qualité, ce sont effectivement ceux-là. Voilà. Est-ce que tous les 3, est-ce qu'on sait s'il y a des démarches en cours pour d'autres produits sur l'ail, sur l'oignon, sur l'échalote dans les dossiers de l'INAO, Christiane, on ne sait pas pour l'instant? À ma connaissance, non, pas sur l'ail. Ou alors c'est pas arrivé jusqu'à moi, mais je ne pense pas. Parce qu'il y a d'autres régions où il y a de l'ail, oui. Je pense à l'Auvergne. Absolument. Il n'y a pas de démarche pour l'instant. Il y en a un peu en Bretagne aussi.
Il y a un peu d'ail en Oui, Bretagne. 15 tonnes. À 15 tonnes en Bretagne, mais il y a 15 tonnes en Bretagne, parce que ne pas parler de l'ail de D'ail rosé. Bretagne, je ne pouvais pas prendre ce risque-là avec un collègue. Donc voilà, mais bon, on dira que les régions essentiellement productrices, pour le moment, elles sont quasiment D'accord. là, enfin, Ouais. hormis l'ail fumé d'Arleux, mais sinon elles sont là. On rejoint l'oignon. après la Ouais. nécessité également de s'organiser, c'est-à-dire que, bon, je pense même par rapport à l'oignon, il y a plein de petites spécialités, de variétés particulières qui sont aujourd'hui quasiment tombées dans l'oubli, tout simplement parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'organisation de producteurs, aussi pour justement faire une démarche, je dirais, sur un signe officiel de qualité, ou même pas, je dirais, forcément officiel, ne serait-ce que d'avoir une démarche collective pour porter ce produit à la connaissance du consommateur. Donc il y a un potentiel, je pense, dans nos familles de produits qui est important. Après, il y a aussi un gros travail de structuration. Ouais, je vais terminer si le public est... Oui, Juste une chose. Pierre, oui, vas-y. Une chose, c'est que nous, au niveau de l'échalote traditionnelle, on avait travaillé sur un signe de qualité européen qui concerne le mode de production. Oui. Donc on voulait mettre en avant le fait qu'on travaillait un produit planté. On avait été très loin, le cahier des charges était pratiquement fini, on était en train de travailler avec les organismes certificateurs. Et un jour, on apprend, mais alors pratiquement par accident, que si jamais on avait le signe de qualité, en fait, la notion de traditionnel disparaissait du jour au lendemain. C'est-à-dire que la notion traditionnelle n'était plus du jour au lendemain, elle disparaissait en fait de l'arrêté de commercialisation. Donc l'appellation échalote traditionnelle aurait été réservée aux signes de qualité, donc pour lesquels les producteurs auraient dû payer, et toutes les autres échalotes, donc qu'elles soient traditionnelles mais non adhérentes à la démarche ou de semis, ce serait appelé échalote. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, Oui. on va vers la double peine, on n'y va pas. Il faut arrêter. Alors maintenant, dernière question, si j'ai toujours pas de réaction dans le public, mais ils peuvent encore venir. Vous êtes 3 produits, 3 filières différentes. Pourquoi pas faire une seule filière? Je me lance. Allez-y. Il y a eu Interfel à un moment donné à la demande justement de la filière oignon, une volonté déjà de commencer à discuter. Puis finalement la filière oignon s'est structurée elle-même et comme nous étions le petit pousset comparé à la production de l'oignon en volume, donc du coup l'oignon s'est structuré et voilà, les choses en sont là. En ce qui concerne les producteurs, c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes produits. Oui, mais Après, au niveau de la commercialisation, voilà. c'est les mêmes acheteurs. Absolument. Voilà, c'est ça. Alors Thierry Gastou, Oui. c'est vrai que la laine, quand on a mangé de l'ail, c'est difficile à embrasser sur la bouche, mais enfin quand même, on peut faire quelque chose. Oui, on prend un oignon doux après. Voilà. Donc non, il n'y a pas de réflexion pour... Non, il n'y a aller pas plus de loin. réflexion. Après, c'est vrai que je dirais on échange quand même de fait énormément entre nous parce qu'il se trouve, ça a été dit, que la commercialisation de ces produits, notamment par les metteurs en marché, se fait en commun. Donc que ça soit sur les marchés de gros où on a quand même des grossistes qui sont aujourd'hui spécialisés sur cette gamme de produits, ou également, je dirais, sur les metteurs en marché qui organisent, je dirais, la mise en rayon de cette gamme de produits en grande distribution. Donc, de fait, je dirais, on a quand même les mêmes interlocuteurs et donc on échange énormément, je dirais, entre nous, quoi. Et les échalotes? Après, non, mais pour juste un petit mot sur l'oignon, c'est l'oignon, l'une des difficultés qu'il y a, c'est que si on prend le cas de l'oignon de Roscoff AOP, c'est que le conditionnement doit obligatoirement avoir lieu sur la zone de production. Donc c'est vrai qu'avec Thierry, on a eu échangé en se demandant, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un coup à un moment donné pour faire un mixte de produits comme ça pour des fêtes de Noël ou quelque chose comme ça. Sauf que là, on se retrouve coincé par rapport à nos signes de qualité. Donc voilà. Et sinon, au niveau du conditionnement, là, je vais reprendre juste... Regardez, voilà. Lise a raison. Exactement. Moi, je vais reprendre juste ma casquette Prince de Bretagne, juste pour information. On a fait des essais l'année dernière, a développé depuis cette année en commercialisation une tresse qu'on appelle l'Alitou, qui est en fait une tresse qui regroupe de l'oignon rosé, de l'échalote, de l'ail ainsi que de l'oignon rouge, qui est une petite production bretonne. Alors, l'oignon rouge, je voulais y venir parce que moi, je suis fan d'oignon rouge l'été, mais on en trouve peu. Je m'aperçois que j'achète souvent de l'oignon rouge qui vient de très très loin.
Oui, alors de ce que j'en sais, c'est quand même quelque chose qui se développe. Donc le marché, je dirais, de l'oignon rouge est en croissance. Donc il y a de plus en plus de producteurs et d'opérateurs, je dirais, qui s'intéressent à cette production. Ensuite, bon, je pense que c'est surtout demandé et attrayant de par sa couleur, hein, donc notamment pour des consommations, je dirais, en cru. Avec quelquefois des qualités quand même organoleptiques qui sont variables. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu l'idée, lorsqu'on va acheter un oignon rouge, il y a un petit peu cette idée de douceur derrière qui n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc je pense que ça pourrait être un axe effectivement de communication, en particulier sur cette gamme de produits. Allez, Christiane Peters, le mot de la fin. Oui, parce que tu m'as beaucoup vexé en disant hormis la laine. Mais pas du tout, mais pas du tout. L'ail, c'est un produit convivial. Ça veut dire qu'il ne faut pas en consommer tout seul. Il faut partager. Hein, voilà, pour D'où la rapport à laine. Voilà. Donc, et je reviens à mon idée de produit effectivement bon pour la santé. J'aime bien professeur Kayat, qui est un grand cancérologue et qui vous explique à quel point manger de l'ail, ça vous sauve de beaucoup de choses. Alors vous n'êtes pas malade, mais pour que vous viviez longtemps et en bonne santé, donc voilà, c'est un combat de longue haleine. Un combat de longue haleine, voilà. Eh bien, merci à tous. C'était le débat sur les produits à l'honneur. Prochain débat à 16h sur l'introduction des produits biologiques dans la restauration collective. Comment répondre à la demande française. Alors, à 17h, nous avons été obligés, vous savez qu'il y a des gens qui ne travaillent pas dans ce pays, donc nous avons été obligés d'annuler le débat sur les prévisions de récolte, notamment de pommes de terre, primeur, parce que notre ami André Mengui n'a pas pu venir de Brest. Oui. Mais nous maintenons un débat sur un thème surprise, donc nous serons là. Prochain débat à 16h sur le bio et à 17h, nous serons là pour un débat surprise. Merci Christiane, merci Pierre, merci Thierry. Christiane ? Simplement pour vous dire que nous vous invitons sur le stand d'Interfell pour un petit pot de l'amitié. Eh bien voilà, ça m'aurait étonné que j'ai eu le mot de la fin avec Christiane. Merci à tous les trois. Merci. Merci.